Pendant des décennies, l'icône du rock Stevie Nicks a envoûté des générations entières, sa voix envoûtante, ses paroles poétiques et sa présence éthérée ont tissé une magie à laquelle peu de gens ont pu résister. Plus que la femme de tête mystique de Fleetwood Mac, elle est devenue le battement de cœur d'une époque où chaque chanson était une cicatrice et chaque texte une confession chuchotée d'une âme mise à nu. Derrière les châles en dentelle et les regards enfumés, se cache une femme qui a subi des pertes dévastatrices, des ruptures amoureuses, un quasi-effondrement, la mort de son ami le plus cher et un choix qui la hantera pour le reste de sa vie. Les histoires cachées dans ses chansons les plus intemporelles sont restées cachées, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle dit que son seul mariage était la plus grande erreur qu'elle ait jamais commise? Et quel chagrin inexprimé se cache sous la beauté de Landslide? Si vous avez aimé ou admiré Stevie Nicks, votre plus petit geste d'appréciation est un hommage à un talent extraordinaire, une femme qui a tout sacrifié pour la musique, l'amour, la maternité, et même pour elle-même. Stevie Nicks n'est pas seulement un nom gravé dans l'histoire du rock. C'est une légende vivante, forgée dans la douleur, enveloppée de mystère et soutenue par des rêves trop fous pour survivre dans le monde ordinaire. Née Stephanie Lynn Nicks le 26 mai 1948 à Phoenix, en Arizona, elle est entrée dans le monde sous la surveillance de sa mère protectrice, Barbara, et de son père ambitieux, Jess, un dirigeant de Greyhound, dont la carrière a constamment fait bouger la famille. Salt Lake City, El Paso, Los Angeles, San Francisco. Chaque nouvelle ville est un chapitre éphémère, chaque adieu, une nouvelle cicatrice. C'est une enfance faite de cartons d'emballage et de rues inconnues, où ses seules véritables compagnes sont ses pensées et la musique qu'elle entend dans sa tête. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place nulle part, dira-t-elle plus tard. Alors, j'ai créé mon propre monde. Alors que d'autres enfants se font des amis, Stevie construit des forteresses dans son imagination. Sa mère la protégeait farouchement non seulement de la douleur, mais aussi de la connexion elle-même. Stevie a donc appris très tôt à trouver la sécurité dans la solitude et à écouter le rythme de son propre cœur. Trop timide pour dire « Stéphanie, elle se fait appeler Tédé », un surnom tendre qui se transforme en Stevie, un nom qui sera un jour gravé dans l'histoire de la musique. Mais la première personne qui l'a vraiment vue n'était ni un fan, ni un producteur de disques. C'était son grand-père, Aaron Jess Nicks Sia, un chanteur de country raté, dont le rêve s'était étiolé, mais dont la foi ne s'est jamais démentie. À 4 ans à peine, Stevie était assise à ses côtés pour chanter des duos, sa petite voix tremblant d'émotion bien au-delà de son âge. Il ne s'agissait pas seulement de hauteur ou de mélodie, il s'agissait de dire la vérité, qu'elle soit belle ou brisée. Il croyait que je pouvais devenir quelqu'un, s'est-elle dit un jour, et cela a tout changé. Il lui achète 150 vinyles, des ballades country, des hymnes rockabilly, les harmonies des Everly Brothers, chacun étant une fenêtre sur une autre âme. Elle ne se contentait pas d'écouter, elle étudiait la douleur, absorbait le désir, apprenait à parler le langage universel du chagrin d'amour. Son obsession pour les radios top 40 lui a fait découvrir des groupes de filles comme The Shangri-Las et leur hit obsédant Remember Walking in the Sand, une chanson qui lui a permis de se sentir moins seule. Cette chanson ressemblait à ma vie, dira-t-elle plus tard. Le jour de son 16e anniversaire, Stevie a reçu une guitare acoustique Goya. C'était comme un destin enveloppé de bois et de cordes, les doigts tremblants, et l'âme pleine d'une douleur inexprimée. Elle écrit sa première chanson, I've loved and I've lost and I'm sad but not blue. J'ai aimé et j'ai perdu et je suis triste mais pas bleu. En une seule ligne, elle a saisi le paradoxe qui allait définir sa vie blessée mais pas vaincue. Cette chanson n'était pas seulement un exutoire, c'était une prise de conscience. La musique est devenue le seul endroit qui ne m'a pas demandé de changer, se souvient-elle. Elle m'a prise telle que j'étais. Avant même que le monde ne connaisse son nom, Stevie Nicks pensait qu'elle était née pour quelque chose de plus grand.
Dans chaque enfance, dans chaque couloir, dans chaque long trajet en voiture, vers une nouvelle ville, dans chaque nuit solitaire, à côté d'un tourne-disque, elle construisait quelque chose. Pas la gloire, pas la fortune, quelque chose de plus fragile et de plus puissant, une voix. Si vous avez connu ou admiré Stevie Nicks, n'oubliez pas d'appuyer sur like. Votre petit geste est un hommage à un talent extraordinaire qui mérite d'être honoré, de la chaleur des contes de fées et des disques vinyles poussiéreux. Stevie est entré dans un monde bien plus turbulent, celui de la scène. Ce qui a commencé comme des berceuses chantées à côté de son grand-père allait bientôt devenir des hymnes au chagrin, à la passion et à la survie résonnant à travers les stades et les décennies. Tout a commencé par une chanson, un moment si fugace et pourtant si fatal qu'il semble aujourd'hui mythique. Stevie Nicks n'était encore qu'une lycéenne lorsqu'elle a entendu au loin dans un club de jeunes en Californie Lindsey Buckingham chanter California Dreamin'. Sans réfléchir, elle s'est approchée et a commencé à harmoniser. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une reconnaissance, une collision, un allumage. À partir de cette nuit-là, leurs voix se poursuivront pendant des décennies à travers les studios, les arènes et les chagrins d'amour. En 1967, Stevie rejoint le groupe de rock psychédélique de Lindsey Fritz en remplacement d'un chanteur qui part. Ensemble, ils ont ouvert pour des icônes comme Jimi Hendrix et Janis Joplin, des adolescents, pris entre des géants, mais brûlant de leur propre feu tranquille. En dehors de la scène, leur romance s'est développée intense, idéaliste et vouée à l'échec. Mais leur grand rêve a trébuché tôt. En 1973, ils sortent de Buckingham Nicks un album qui fait un flop sur le plan commercial, mais dont l'alchimie fonctionne. La plupart des gens auraient abandonné, mais pas Stevie. Elle était serveuse, faisait des ménages, tandis que Lindsey continuait à enregistrer des démos dans leur petit appartement. Puis en 1975, le destin frappe à nouveau. Nick Fleetwood entend une démo et invite Lindsey à rejoindre Fleetwood Mac à une condition que Stevie vienne aussi. Ce moment a tout changé. Avec le mysticisme de Stevie et la précision de Lindsey, Fleetwood Mac est devenu un véritable éclair dans une bouteille. Leur premier album est un succès, mais c'est Rumours en 1977 qui fait d'eux des légendes et qui a failli les détruire. Alors que le groupe se prépare à enregistrer, la relation entre Stevie et Lindsey s'effondre lentement et douloureusement. Jalousie, trahison, silence. Ils étaient amants vivants dans le même groupe, mais orbitant dans des douleurs séparées. Chaque chanson est devenue une arme, chaque texte une blessure. Stevie a écrit des rêves, un appel silencieux, enveloppé de défis. Tu dis que tu veux ta liberté. Qui suis-je pour te retenir? Lindsey a répondu avec Go Your Own Way, brut et tranchant. Faire ses valises, se mettre en ménage, c'est tout ce que l'on veut faire. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des déclarations. Le studio est devenu un champ de bataille sonore, égoïste et douloureux. Et de cette guerre est né l'un des plus grands albums de l'histoire du rock. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée avec la fin de la musique. Stevie étouffait dans un groupe où l'amour s'était transformé en surveillance. Elle s'est battue pour être entendue, pour être vue alors même qu'elle faisait jaillir de l'or de son chagrin. Elle a canalisé sa dévastation dans des hymnes obsédants, comme Landslide écrit des années plus tôt, mais aujourd'hui imprégné de recul. À Silver Springs, elle a pleuré. Ce qui aurait pu être « I'll follow you down till the sound of my voice will haunt you ». Je te suivrai jusqu'à ce que le son de ma voix te hante. Dans Sarah, elle se souvient de l'amour perdu de la maternité et de l'enfant qu'elle n'a jamais eu. Et dans Edge of 17, elle a crié pour une renaissance, la bataille d'une femme pour récupérer son âme sur les ruines de la célébrité et de l'amour. Le succès du groupe était astronomique, mais le prix à payer était personnel. Stevie a parlé plus tard de moments où les esprits s'échauffaient d'objets jetés par frustration d'accès de colère, qui l'ont émotionnellement ébranlé d'une amitié avec Christine McVeigh, qui s'est étirée jusqu'à une dispute furieuse qui a tourné au drame.
Toutes les relations sont floues, romantiques, créatives, combatives. C'était beau, c'était brutal, et c'était insoutenable. Pourtant Stevie est restée. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas partir, mais parce qu'elle refusait d'abandonner l'art né de ce chaos. Nous étions en train de nous séparer, se souvient-elle, mais les chansons nous maintenaient ensemble. Si vous avez déjà écouté Landslide en silence ou pleuré sur Dreams Alone dans l'obscurité, vous savez déjà que certaines des musiques les plus inoubliables de l'histoire ont été sculptées à partir de véritables blessures à vif, et Stevie Nicks a saigné pour chaque note. Pour Stevie Nicks, le succès n'est jamais venu sans sacrifice. Après la tempête de rumeurs, alors qu'elle est toujours attachée à l'orbite chaotique de Fleetwood Mac, elle prend une décision qui la définira comme étant plus qu'un simple membre du groupe. Elle va voler de ses propres ailes. En 1981, Stevie sort son premier album solo Belladonna. Mais ce que le monde a vu comme un triomphe, un premier numéro au Billboard, 200, le cri brut et tonitruant de Edge of 17, est né de l'épuisement d'un chagrin d'amour et d'une peur agaçante de l'insignifiance. J'étais terrifié à l'idée d'échouer, a-t-elle avoué plus tard. Je me disais, et si je n'étais magique qu'avec eux, Belladonna n'était pas seulement un disque, c'était un cri de guerre. Elle a déversé sa douleur, son défi et son désir dans chacune de ses paroles. Derrière le velours et la dentelle se cachait une femme qui s'effilochait tranquillement. Sa double vie star solo et membre d'un groupe est devenue insupportable. Elle enregistrait des albums à tour de bras, faisait des tournées sans arrêt et dormait à peine. Son corps s'effondrait, ses relations se désintégraient, et à l'intérieur, elle s'éloignait de la fille qui avait chanté pieds nus dans le salon de son grand-père. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir dans des hôtels 5 étoiles, a-t-elle admis des années plus tard parce que j'étais entouré de gens, mais complètement seul. Pourtant, elle ne s'est pas arrêtée. Belladonna n'était que le début. Au fil des ans, elle a sorti 8 albums studio en solo, tous plus personnels les uns que les autres. Ses textes deviennent plus sombres, sa voix plus rauque que son ton plus cru. Parallèlement, elle est restée attachée à Fleetwood Mac, contribuant à 7 autres albums, même si les guerres internes du groupe l'ont épuisée. Ensemble, ses efforts en solo et au sein du groupe ont permis de vendre plus de 65 millions de disques aux États-Unis. Et plus de 120 millions dans le monde entier. Mais pour Stevie, les chiffres n'ont aucune signification par rapport au coût émotionnel. Le bilan physique est brutal. À la fin des années 1980, la pression l'a conduite à la dépendance médicale. Bien qu'elle l'ait surmontée par la suite, elle n'a jamais caché la vérité. J'ai tellement donné de moi-même à la musique qu'il ne me restait presque plus rien. C'est cette honnêteté douloureuse et courageuse qui l'a rendue intemporelle. Sa douleur n'a jamais été masquée ni aseptisée. Au contraire, elle a été transformée en chansons qui ont suturé des blessures dans des millions de cœurs. Malgré le prix à payer, sa flamme n'a jamais faibli. Stevie a obtenu 8 nominations aux Grammy Awards en tant qu'artiste solo et 2 American Music Awards. Mais la plus grande reconnaissance est peut-être venue lorsqu'elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, non pas une mais 2 fois. D'abord en 1998 avec Fleetwood Mac, puis en 2019 en tant qu'artiste solo, devenant ainsi la première femme de l'histoire à recevoir ce double honneur. Mais même à ce moment-là, elle n'a pas connu la gloire. Je n'ai jamais eu l'impression d'être arrivée, dit-elle. J'ai simplement continué à grimper parce que m'arrêter me donnait l'impression de mourir. Elle n'avait pas d'enfant, pas de famille traditionnelle, mais ses chansons sont devenues son héritage. Ses enfants du son comme elle les a décrits un jour. Ma mission n'était pas d'être une épouse ou une mère. Ma mission était d'écrire des chansons qui aident les épouses et les mères à survivre, a-t-elle déclaré à sa filleule. Et dans cette mission, elle a réussi au-delà de toute imagination. Elle a tout donné, sa jeunesse, sa paix, sa voix, mais en retour, elle est devenue quelque chose de plus qu'une étoile. Elle est devenue éternelle. Mais alors que sa carrière solo montait en flèche, et que le monde voyait une déesse en dentelle noire derrière le rideau Stevie Nicks,
étaient discrètement hantées par une histoire d'amour qui n'avait jamais vraiment pris fin. Elles étaient à peine plus que des adolescentes lorsqu'elles ont chanté ensemble pour la première fois. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, deux rêveurs, dont les voix s'entrecroisaient comme le destin lui-même. Elle se souvient de la première fois qu'elle l'a entendu chanter California Dreamin' au Young Life Club. Sans réfléchir, elle se joignit à eux. Leurs voix se mêlent si parfaitement que cela ressemble moins à une coïncidence qu'à quelque chose d'écrit dans les étoiles. Cette nuit-là n'a pas seulement donné naissance à un duo, elle a allumé un feu qui allait brûler magnifiquement et de manière destructrice pendant des décennies. Leur histoire d'amour est née avant la célébrité, avant les arènes et les déchirements. Elle a commencé dans de petites salles sous des lumières tamisées où l'ambition chuchotait plus fort que l'amour. Ils ont formé un duo Buckingham-Nicks et ont déversé leurs rêves dans un disque qui n'a pas trouvé son public. Cet échec aurait pu les briser. Au lieu de cela, il les a liés plus étroitement jusqu'à ce que Fleetwood Mac les appelle. Lorsque Stevie a rejoint le groupe en 1975 avec Lindsey à ses côtés, le monde a enfin rattrapé ce qu'ils avaient toujours su. Ensemble, ils étaient magiques. Mais ce que le monde a vu sur scène, ces regards, cette énergie, cette harmonie, n'était qu'une partie de l'histoire. En dehors de la scène, ils s'effilochaient. Au moment où ils ont enregistré l'album emblématique Rumors, Stevie et Lindsey avaient déjà mis fin à leur relation amoureuse. Et pourtant, ils devaient chanter nuit après nuit, l'un pour l'autre, la douleur qu'ils avaient causée. Elle a écrit Dreams, une chanson qui flottait comme un fantôme à travers le chagrin d'amour. Il a écrit Go Your Own Way, sa riposte brute et tranchante, comme une blessure qui refuse de cicatriser. Stevie dira plus tard, « Chaque fois que je devais chanter cela avec lui, j'avais envie de m'enfuir de la scène. » Mais elle ne l'a jamais fait. Elle est restée. Elle a chanté. Elle a laissé son cœur se briser encore et encore devant des millions de personnes. C'est ce qui a fait de Stevie Nicks non seulement une artiste, mais aussi une femme que le monde entier pouvait sentir dans ses os. Leur amour n'a jamais pris fin. Il a juste changé de forme. Même s'ils n'étaient plus amants, leur histoire était toujours écrite dans leur musique, dans chaque harmonie, dans chaque scène qu'ils partageaient. Mais cela avait un prix. Lindsey contrôlait tout, avait des opinions bien arrêtées et ne voulait pas laisser Stevie briller. Elle, en revanche, montait en flèche, son talent devenait indéniable et son indépendance grandissait. La tension est insupportable. Parfois, avoue-t-elle, le silence qui régnait entre eux dans les coulisses était plus assourdissant que les applaudissements de la foule. Il y a aussi eu des disputes privées et publiques. Stevie a dit un jour que faire partie de Fleetwood Mac avec Lindsey après leur rupture était comme une zone de guerre avec des harmonies. Pourtant, il n'arrivait pas à lâcher prise, pas complètement jamais. Lindsey a dit un jour que Stevie et moi n'avions jamais vraiment résolu les choses. Il y avait toujours un fil conducteur. Et Stevie, elle, l'a appelé l'amour musical de ma vie. Cela n'a jamais été simple. Dans les années 1990, ils ont essayé de repartir en tournée ensemble. Les étincelles se sont ravivées, mais les vieilles douleurs aussi. Les années ont passé. Les blessures ont vieilli, mais ne se sont pas effacées. En 2018, Lindsey est renvoyée de Fleetwood Mac dans des circonstances tendues, et bien que Stevie n'en ait pas parlé publiquement dans un premier temps, cela l'a déchiré en privé. Leur rupture définitive n'a pas été une rupture. C'était une rupture d'héritage. Pour la première fois de sa vie, Stevie était montée sur scène sans l'homme qui avait été son miroir. Et pourtant, la douleur n'a jamais disparu. En 2021, après que Lindsey a subi une opération cardiaque d'urgence, Stevie lui a écrit une lettre sincère. Elle ne savait pas s'il survivrait, et elle ne pouvait pas supporter l'idée de mots inachevés entre eux. « Je t'aime » a-t-elle écrit. « Je t'ai toujours aimé. Peut-être pas comme tu le voulais, mais de tout mon cœur. » C'était un aveu qui arrivait des années trop tard, mais qui arrivait à point nommé, parce que c'est la vérité de leur histoire. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fin heureuse, mais un héritage gravé dans les paroles et la douleur. Ils n'ont pas fini ensemble. Ils ne pouvaient pas. Leurs ambitions, leurs égos, leurs blessures, ils étaient trop grands, mais leur amour n'a jamais disparu. Il est simplement devenu autre chose. Un souvenir doux amer,
enveloppée de disques de platine et d'adieux non dits. Elle ne l'a jamais épousé. Il ne l'a jamais laissé partir. Et quelque part entre les harmonies et les déchirements, ils sont devenus immortels. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient vrais brutes blessés et inoubliables. On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois, mais dans le monde de Stevie Nicks, c'était le cas. Alors qu'elle tentait de survivre aux dégâts émotionnels laissés par Lindsey Buckingham, une autre tempête se formait discrètement, une bien plus compliquée et encore plus préjudiciable. En 1978, au sommet de la gloire de Fleetwood Mac et du chaos qui suivait les rumeurs, Stevie a franchi une ligne qui allait laisser des cicatrices permanentes non seulement sur elle-même, mais aussi sur son groupe et sur une femme qu'elle connaissait à peine, mais qu'elle avait profondément blessée. Tout a commencé dans l'ombre. Mick Fleetwood, le grand batteur énigmatique et le point d'ancrage tacite du groupe, était en train de s'effilocher. Son mariage avec le mannequin Jenny Boyd, sœur de Pattie Boyd, et ancienne muse de George Harrison et d'Eric Clapton, était déjà fragile. Les tournées incessantes, les drogues, les égos et les tremblements de terre émotionnels au sein du groupe avaient fait des ravages. Stevie et Mick, attirés l'un vers l'autre par les confessions nocturnes et le chaos solitaire de la célébrité, se sont engagés dans une liaison secrète. Une liaison que ni l'un ni l'autre ne pouvaient justifier même à leurs propres yeux. Stevie l'a décrite plus tard comme une erreur sur laquelle elle ne pouvait revenir. C'était voué à l'échec dès le départ, a-t-elle admis. C'était une chose vouée à l'échec qui a causé beaucoup de douleur. Nous étions tous les deux si perdus, si fous. Il n'y a pas eu de romance, dit-elle. Pas de fleurs, pas de poésie, seulement un tourbillon de culpabilité, de désir de confusion et d'épuisement. Ils ont essayé de garder le silence, mais dans un groupe déjà marqué par des relations brisées, les secrets durent rarement longtemps. Lorsque Jenny Boyd l'a découvert, la trahison a frappé fort. Elle avait déjà enduré le style de vie rock'n'roll et ses conséquences brutales, mais là c'était différent. Ce n'était pas une groupie ni une aventure éphémère. C'était Stevie. C'était quelqu'un en qui elle avait confiance. Je savais que j'avais franchi une ligne qu'il ne m'appartenait pas de franchir, se souviendra plus tard Stevie. Elle ne méritait pas cela. Aucune femme ne le fait. Pour Jenny, ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était l'humiliation, le silence, la dernière fissure dans une fondation déjà ébranlée. Les retombées ont été personnelles, mais elles ont aussi fracturé l'alchimie déjà délicate de Fleetwood Mac. Lindsey est dévasté non pas parce qu'il n'a plus aucun droit sur Stevie, mais parce que la femme qu'il a aimée est désormais liée à l'homme qui maintient le groupe à flot. Christine McVie était furieuse considérant cette liaison comme égoïste et déstabilisante. C'était comme si la maison était déjà en feu, se souvient Stevie, et que j'avais juste versé de l'essence dessus. Cela n'a pas duré. Mick et Stevie ont essayé de donner un sens à leur relation, allant jusqu'à voyager ensemble en Europe, mais celle-ci s'est rapidement désintégrée sous le poids de ce qu'elle était vraiment. Une échappatoire, pas une solution. Ils étaient trop différents, trop abîmés, et bien trop coupables pour construire quelque chose de réel à partir des ruines. La liaison a pris fin, mais les dommages ont perduré. Pendant des années, la tension a été palpable sur scène et dans les coulisses. Selon certaines rumeurs, l'attachement émotionnel continu de Mick à Stevie est devenu un obstacle à sa capacité à se réconcilier avec sa femme ou à trouver une paix durable. Pour Stevie, la honte n'a jamais disparu. Des décennies plus tard, lors d'une interview, elle a évoqué sa liaison sans sourciller. C'est l'une des choses les plus égoïstes que j'ai jamais faites, et je le regrette. Pas pour moi, mais pour elle. Pour Jenny. Sa voix se fissure lorsqu'elle parle des excuses qu'elle a présentées à Jenny. Des années trop tard, mais sincères. Je lui ai dit que j'étais désolé, profondément désolé. Elle l'a accepté. Mais on n'oublie jamais ce genre de choses. Vous le portez. Le poids émotionnel de ce chapitre de la vie de Stevie s'est infiltré dans son écriture, bien que rarement de manière explicite. Certains fans pensent que Storms, avec ses lignes sur les illusions brisées et une femme qui s'éloigne d'un homme qui ne pourra jamais être le sien, est une référence voilée à Mick. Que ce soit vrai ou non, il y a un changement dans sa musique après 1978.
plus de conscience de soi, plus d'ombre. Ce qui rend ce chapitre de la vie de Stevie Nicks si dévastateur, ce n'est pas seulement la liaison elle-même, c'est le conflit moral. Le fait de savoir que la douleur qu'elle a causée n'était pas du genre à s'estomper avec le temps. Contrairement au chagrin d'amour avec Lindsay qui était réciproque et artistiquement fertile, sa liaison avec Mick Fleetwood n'a laissé que le malaise, la perte et l'écho amer d'une prise de conscience trop tardive. Et pourtant, dans le même souffle, cela l'humanise. Stevie Nicks n'a jamais prétendu à la sainteté. Sa magie a toujours été accompagnée de folie. Elle n'a jamais nié ses erreurs. Elle les a intégrées à son histoire, les a tissées dans ses textes, les a portées sur scène comme une armure chargée de regrets. C'est ce qui fait que sa légende perdure. Elle n'a pas caché la laideur de l'être humain. Elle lui a donné une voix. La liaison avec Mick Fleetwood a été brève, certes, mais ses secousses ont duré des années. Dans un groupe déjà noyé sous les chagrins d'amour, ce coup a failli les briser pour de bon. Mais d'une manière ou d'une autre, comme Stevie elle-même, ils ont survécu. Blessés, changés, mais toujours debout. Mais Stevie Nicks n'en avait pas fini avec les chagrins d'amour. Alors que la poussière retombait d'une tempête émotionnelle, une autre est arrivée plus silencieuse, plus profonde, et destinée à la hanter toute sa vie. À la fin des années 1970, Stevie a entamé une relation avec Don Henley, batteur et chanteur des Eagles. Leur relation a été immédiate, intense, deux artistes attirés l'un vers l'autre par des rythmes communs, la vulnérabilité et l'épuisement dus à leur propre bataille. Mais contrairement à ses amours précédentes, celle-ci s'est accompagnée d'une décision qui a changé sa vie. Lorsque Stevie découvre qu'elle est enceinte de Don, la joie est de courte durée. Sa carrière était en feu, Belladonna était en pleine ascension, son succès en solo explose, et son temps n'était plus le sien. Elle était prise entre deux mondes impossibles, la maternité et la musique. Dans une décision qui résonne encore dans sa voix des décennies plus tard, elle a choisi de mettre fin à la grossesse. Ma mission n'était peut-être pas d'être une mère et une épouse, a-t-elle déclaré plus tard avec une douleur visible. Peut-être que ma mission particulière était d'écrire des chansons pour que les mères et les épouses se sentent mieux. Ce choix, bien qu'il ait été fait intentionnellement, n'a jamais cessé de faire mal. Elle a gardé le silence pendant des années, jusqu'à ce qu'elle choisisse d'en parler publiquement, ouvertement, sans honte. Contrairement à tant de personnes sous les feux de la rampe, Stevie ne s'est jamais cachée derrière le flou. Elle a dit la vérité. Elle a fait un choix auquel des millions de femmes ont été confrontées, mais rarement avec autant d'enjeux et aussi publiquement. Don Henley a lui aussi porté le poids émotionnel de ce moment. Il a révélé un jour que la chanson Sarah, coécrite par Stevie, et sortie en 1979, était en partie un hommage à la fille qu'ils n'ont jamais eue, une enfant qu'ils avaient même nommée dans leur cœur. Les lignes obsédantes de la chanson Wait a minute baby stay with me a while ont pris une toute nouvelle dimension lorsqu'elles ont été entendues sous cet angle. Sarah n'était pas seulement un nom, c'était une ombre, une possibilité, un fantôme qu'elles portaient toutes les deux. Stevie n'a jamais fui ce souvenir. Elle ne l'a pas romancé ni enterré dans le silence. Elle l'a affronté encore et encore, chaque fois, avec plus d'honnêteté, plus de clarté. Elle a raconté son histoire non pas pour se justifier, mais pour s'humaniser, pour montrer que même les icônes portent un poids insupportable. J'ai pris une décision qui me semblait juste à l'époque, a-t-elle dit, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne m'a pas brisé le cœur. Dans ses journaux, dans ses interviews, et même sur scène, l'histoire de Sarah revient non pas comme un gros titre, mais comme un hymne au chagrin. Pour Stevie, il ne s'agissait pas tant de regrets que de souvenirs. Elle voulait que le monde sache qu'il y avait une histoire derrière la chanson, une vie derrière la légende, une femme qui avait dû dire au revoir avant de pouvoir dire bonjour. Ce faisant, elle a donné une voix à des millions de femmes qui avaient ressenti la même douleur silencieuse, mais qui n'avaient jamais eu le courage ou la possibilité de l'exprimer à voix haute. C'est ce qui fait de Stevie Nicks non seulement une musicienne, mais aussi un miroir. Le courage avec lequel elle a affronté les chapitres les plus douloureux de sa vie, sans amertume, sans déni, est ce qui élève son héritage. L'histoire de Don Henley et Stevie.
Nix n'est pas celle d'une passion ou d'une trahison. C'est l'histoire d'un choix impossible, fait sous la lumière crue de la célébrité et porté comme une blessure sacrée. Une histoire qui ne guérit jamais vraiment mais qui transforme. Et pourtant, même si les ombres de Sarah continuaient à la suivre, Stevie Nicks entrait dans un autre chapitre. Un chapitre moins dévastateur, mais tout aussi compliqué. Jimmy Iovine est entré dans sa vie non seulement comme un homme, mais comme une force. C'est lui qui a produit Belladonna, son premier album solo, et peut-être le moment le plus marquant de sa carrière. Avec Jimmy, tout n'était qu'intensité, énergie créative, ambition, admiration et finalement contrôle. Comme tant d'autres relations de Stevie, elle a commencé dans le studio. Il était son guide, son ancre, à un moment où elle se lançait dans l'inconnu. Elle n'était plus seulement la voix mystique de Fleetwood Mac, mais une artiste solo qui avait quelque chose à prouver. Jimmy croyait en sa musique sans aucun doute. Il l'a poussée à trouver les limites de sa voix, à écrire plus profondément, à chanter plus fort. Et Stevie, désireuse de réussir selon ses propres termes, lui a fait confiance. Mais ce qui a commencé comme une alchimie créative s'est rapidement transformé en un enchevêtrement personnel. La frontière entre producteur et partenaire s'est effacée derrière les portes closes du studio. Il était brillant, dira plus tard Stevie, mais il voulait tout diriger, mon son, mon style, même ce que je devenais. Leur relation est rapidement devenue un bras de fer entre vision et identité. Jimmy avait un plan, mais Stevie avait son propre feu, un feu qui ne pouvait pas être confiné. Il y avait de l'admiration dans leur amour, oui, mais aussi de la tension. Il a aidé à construire Belladonna, mais ce faisant, il a essayé de contenir l'esprit même qui la rendait extraordinaire. Ce n'était pas de l'abus, ce n'était pas de la cruauté, mais c'était l'érosion tranquille de l'indépendance, une petite décision à la fois. La garde-robe, l'ordre des morceaux, les citations dans la presse. Il se sentait profondément concerné, et pourtant il tirait les ficelles un peu trop fort. Pour Stevie, qui avait passé sa vie à se battre pour sa voix d'abord au sein de Fleetwood Mac, puis à travers Heartbreak, et maintenant seul le contrôle a piqué. J'avais l'impression de m'éloigner, a-t-elle avoué des années plus tard, et je ne savais pas si c'était moi qui changeais ou si c'était moi qui étais changé. Leur amour n'a jamais été violent, jamais volatile, mais il était étouffant à sa manière. C'était un amour qui murmurait plutôt qu'il ne criait, mais ces murmures ont façonné son art, sa confiance, sa direction. Jimmy était à la fois un piédestal et une prison, une muse et une limite. Et lorsque Belladonna s'est hissée au sommet des charts, devenant un succès historique, Stevie a réalisé qu'elle avait atteint son rêve, mais à un certain prix. La relation s'est effilochée, non pas avec un coup d'éclat, mais avec une perte de vitesse. Elle est repartie avec un album de platine, un singe creux. Avec le recul, elle n'a jamais dit du mal de Jimmy. Il n'y a pas eu de scandale, pas de trahison, seulement la reconnaissance que parfois l'amour dans le studio ne peut pas survivre au silence à l'extérieur. Ce qu'ils ont créé ensemble était magique. Ce qu'ils ont vécu, c'est le compromis. Et pour Stevie, au cœur sauvage, farouchement individuel, en quête perpétuelle, c'était un prix trop élevé à payer. Alors que Stevie pensait que son cœur avait traversé suffisamment de tempêtes, après la douce suffocation du contrôle de Jimmy Iovine et la douleur silencieuse d'être modelée dans la vision de quelqu'un d'autre, elle a rencontré quelqu'un qui n'a pas essayé de la réparer, de la changer ou de la définir. Joe Walsh, guitariste des Eagles et du James Gang, n'était pas un musicien de plus dans son orbite. Il était celui, le seul, dira-t-elle plus tard, qui lui donnait l'impression de rester. Leur amour a commencé en 1983, un moment de vulnérabilité brute pour tous les deux. Il s'agit de deux artistes de la même trempe brillant meurtris et à la recherche de quelque chose qui leur échappe depuis longtemps. Avec Joe, Stevie a trouvé un égal émotionnel. Pas quelqu'un qui la gérait, l'idolâtrait ou lui en voulait de sa célébrité, mais quelqu'un qui la voyait tout simplement. Leur lien n'était pas bruyant ou performant. Il était silencieux, intuitif, un courant profond qui courait sous chaque conversation, chaque silence, chaque chanson. Ils ne partageaient pas seulement des scènes et des studios, mais aussi des blessures et de la sagesse. Stevie décrivait souvent Joe comme son grand amour perdu, un homme
dont la présence remplissait un espace dans son âme qu'elle n'avait pas réalisé être vide. Pourtant même cette rare connexion n'a pas suffi à déjouer le chaos qui les a suivis. Le poids de leur lutte personnelle a fini par devenir trop lourd, la vie sur la route, la pression d'être tout pour tout le monde et les façons dont ils ont essayé désespérément de faire face les ont tous deux épuisés. Il n'y a pas eu de trahison, pas de séparation hargneuse, juste deux cœurs fatigués qui s'éloignent lentement l'un de l'autre. Mais Stevie n'a jamais oublié. Des années après leur rencontre, elle écrit « Est-ce que quelqu'un a déjà écrit quelque chose pour toi en hommage non seulement à Joe, mais aussi au chagrin qu'il portait à la perte de sa jeune fille, à un chagrin trop lourd à nommer. C'était une chanson née de l'empathie d'un amour qui avait mûri en quelque chose de plus doux, de plus sacré. Et lorsque Stevie la chantait, on pouvait entendre non seulement le chagrin, mais aussi la révérence. Lors des interviews, elle n'a jamais caché la profondeur de leur relation. Joe était le seul homme que j'aurais pu épouser, a-t-elle avoué un jour. Il était tout pour moi. La douleur du départ ne s'est jamais transformée en amertume. Au contraire, elle est devenue une partie de son histoire, un témoignage discret d'un amour qui était réel, même s'il n'était pas éternel. Dans une vie marquée par des hauts brillants et des bas dévastateurs, Joe Walsh est resté le tendre souvenir qu'elle n'a jamais essayé d'effacer. Là où d'autres ont laissé des cicatrices, lui a laissé un espace. Et pour Stevie Nicks, cet espace était la preuve que le véritable amour même, s'il ne dure pas, peut toujours sauver une âme. Et alors que les blessures de l'amour perdu commençaient à peine à cicatriser, Stevie a dû faire face à une tragédie d'un autre genre. Une tragédie qu'aucune musique ne pouvait noyer, qu'aucune scène ne pouvait distraire. Sa meilleure amie Robin, l'âme qui s'est tenue à ses côtés à chaque fois qu'elle a connu des hauts et des bas, est soudainement partie emportée trop tôt par une maladie cruelle, laissant derrière elle un nouveau-né. Dans un moment de déchirement si brutal que la raison s'en trouvait brouillée, Stevie a pris une décision qui allait déconcerter le monde et la suivre à jamais. Elle a épousé le mari éploré de Robin. Lorsque Stevie Nicks a fait ses adieux à Robin Anderson, ce n'était pas seulement la mort de sa meilleure amie. C'était le genre de perte qui secoue le sol sous l'âme d'une personne. Robin avait tout supporté le chaos de la célébrité, la solitude des chambres d'hôtel, les longues nuits sur la route. Elle était plus qu'une amie. Elle était le point d'ancrage de Stevie vers la normalité. En 1983, quelques jours seulement après avoir donné naissance à un petit garçon, Robin apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. La joie de vivre s'est heurtée brutalement à l'ombre de la mort, et en quelques semaines, Robin a disparu. Stevie était dévastée, complètement brisée par l'injustice de la situation, mais ce qu'elle a fait ensuite allait devenir l'une des décisions les plus mal comprises de sa vie. Dans un état de profond chagrin et de désespoir, Stevie a épousé le veuf de Robin Kim Anderson. Son raisonnement brut et sans filtre sera plus tard résumé par ses propres mots. Nous ne nous sommes pas mariés parce que nous étions amoureux. Nous nous sommes mariés parce que nous étions en deuil. Elle a été bouleversée par l'idée que l'enfant de Robin grandisse sans sa mère et sans hésiter, elle est intervenue pour l'élever. Ce n'était pas une décision calculée ni romantique. Ce choix sonnait de la culpabilité du chagrin et d'un sentiment de loyauté féroce et erroné. Le mariage a eu lieu 3 mois seulement après la mort de Robin et de nombreux membres de l'entourage de Stevie ont été troublés, voire horrifiés. Mais Stevie voyait les choses différemment. Elle pensait que si elle pouvait s'occuper du bébé de Robin, cela permettrait à sa meilleure amie de rester en vie. C'était la façon dont Stevie traitait la douleur, non par la distance ou le silence, mais par l'action aussi irrationnelle qu'elle puisse paraître aux yeux des autres. Le mariage n'a duré que 3 mois. Le poids du chagrin, l'absence d'un véritable amour romantique et la pression étouffante de l'examen public ont rapidement effiloché le lien fragile qu'ils avaient tenté de construire. C'était une terrible, terrible erreur, admit Stevie plus tard. Je pensais pouvoir prendre la place de Robin, mais je ne pouvais pas. Après leur séparation, Stevie est retournée à sa musique, portant avec elle les cicatrices émotionnelles de cette décision. Mais elle n'a jamais tourné le dos à l'enfant.
Lorsque le garçon a grandi, Stevie est resté en contact avec lui. Elle l'a aidé à payer ses études et a maintenu un lien spirituel, voire maternel. Lors d'une interview en 2020, Stevie a révélé que le garçon, aujourd'hui adulte, avait appelé sa fille Robin en l'honneur de sa mère. La petite fille, quant à elle, appelle Stevie grand-mère Stevie. C'est un nom qui n'a pas de lien de parenté, mais qui a tout son sens. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'était la chose la plus proche de ce qu'elle pouvait tenir dans ses bras. Ce lien discret, non conventionnel et profondément émotionnel est devenu un symbole de la façon dont Stevie traite l'amour et la perte. Elle ne s'est pas contentée de pleurer. La mort de Robin, elle a construit un pont vers elle. Elle l'a maintenu en vie de toutes les manières possibles par l'intermédiaire de l'enfant, de la musique, de la mémoire. Aujourd'hui encore, Stevie tient des journaux remplis de lettres de pensée et de moments qui témoignent de ce que Robin représentait pour elle. Elle m'a dit que lorsque je serai parti, mes filleuls et ma nièce pourront s'asseoir et les lire. Elles sauront qui j'étais. Il n'est pas exagéré de dire que la mort de Robin et le bref mariage émotionnellement chaotique de Stevie avec Kim Anderson ont laissé une marque permanente sur son âme. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais eu d'enfant, et bien que sa vie ait été remplie de musique de célébrité et d'accolades, il restait une pièce tranquille dans son cœur, réservée à Robin, et au chapitre étrange et déchirant qui a suivi sa perte. Dans les années qui ont suivi, Stevie a souvent réfléchi à la façon dont sa vie avait été façonnée par un chagrin déguisé en action. Le mariage avec Kim Anderson n'était pas une question d'amour. C'était une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose qui n'existait déjà plus. Elle n'a jamais essayé de réécrire ce récit. Elle ne l'a pas nié, ni excusé, ni glorifié. Elle l'a dit franchement. Elle a assumé son chagrin et a honoré son intention même si le résultat a été douloureusement éphémère. Dans un monde qui dépeint si souvent les célébrités comme intouchables, parfaites ou performantes, la volonté de Stevie de partager ce chapitre profondément humain et imparfait de sa vie n'a fait que la rendre plus réelle aux yeux de ceux qui suivaient son parcours depuis des décennies. Elle n'était pas seulement la voix envoûtante de Fleetwood Mac ou la reine féroce du rock en solo. C'était une femme qui a essayé, échoué, souffert et continué à avancer. Et dans les espaces calmes de son histoire, ceux qui n'ont pas de disques de platine ou de tournées à guichets fermés, nous trouvons peut-être la musique la plus puissante, qui soit le son d'un cœur qui tente de guérir. Mais tous les fantômes auxquels Stevie Nicks a dû faire face ne provenaient pas d'un amour perdu. Certains venaient de l'intérieur. Après le naufrage émotionnel de son mariage éphémère et des années de tournées incessantes de surveillance publique et d'isolement intérieur, Stevie est tombée dans les bras d'une séduction plus sombre, la toxicomanie. Tout a commencé presque innocemment à l'époque où elle travaillait comme femme de ménage pour joindre les deux bouts avant la célébrité. La cocaïne était considérée comme une drogue sociale, un moyen de rester énergique, concentré et créatif. Mais au fil des années, la drogue est devenue une béquille, puis une chaîne, puis une mèche, qui brûle lentement. Au milieu des années 1980, les conséquences ne sont plus invisibles. Sa cloison nasale était endommagée au point de s'effondrer. « Il y avait un trou dans mon visage », a-t-elle avoué un jour, décrivant la dévastation physique que des années d'abus avaient laissée derrière elle. Pourtant, les dommages les plus profonds sont d'ordre émotionnel et spirituel. En 1986, elle s'est inscrite au centre Betty Ford, un acte désespéré mais déterminé d'autopréservation. Cette décision qui lui a sauvé la vie n'a été que le début de sa guerre contre les substances. Après avoir arrêté la cocaïne, Stevie s'est vue prescrire du clonazepam, mieux connu sous le nom de Klonapin, par un médecin qui pensait qu'elle avait besoin d'aide pour l'anxiété et le sommeil. C'était légal, c'était médical, mais c'est aussi une erreur qui va lui coûter près de 10 ans de sa vie. Pendant 8 longues années, Stevie est tombée sous le contrôle tranquille et paralysant de la drogue. Contrairement à la cocaïne, le clonazepam ne provoque pas d'euphorie ou de manie. Il a entraîné l'apathie, la prise de poids,
Le silence, une sécheresse créative qui l'a effrayée plus que n'importe quelle overdose. J'ai pris 15 kilos, se souviendra-t-elle plus tard. Je n'ai pas écrit de musique. Je ne me sentais pas vivante. Elle a décrit la drogue comme un tueur d'esprit, un qualificatif terrifiant pour quelqu'un qui a toujours cru à la magie, aux muses, à la musique. Cette deuxième dépendance n'a pas été aussi sauvage et chaotique que la première. C'était plus lent, plus silencieux, plus insidieux. Il l'a volée sans qu'elle s'en aperçoive. Une fois de plus, elle a dû suivre une cure de désintoxication, cette fois non seulement pour survivre, mais aussi pour retrouver sa voix, son identité, son but. Et comme si cela ne suffisait pas, le temps lui a porté un autre coup. Des années plus tard, Stevie a contracté le virus d'Epstein-Barr qui a provoqué une double pneumonie débilitante. Elle est à nouveau poussée à bout, non pas par une substance, mais par son propre corps. La maladie l'a laissée à bout de souffle faible et effrayée. Pendant la pandémie de Covid-19, cette peur n'a fait que s'aggraver. Isolée, vulnérable, elle se demandait si elle pourrait un jour chanter à nouveau, si elle pourrait un jour monter sur scène, le seul endroit où elle se sentait vraiment en vie. Lors d'interviews, elle a avoué sa terreur. J'ai pensé que c'était peut-être la fin, que j'avais peut-être chanté ma dernière chanson. Le silence, une fois de plus, menace de la consumer. Et pourtant, comme elle l'avait fait auparavant, Stevie est revenue pas parfaitement, pas sans douleur, mais avec un feu qui ne s'est jamais vraiment éteint. Elle est remontée sur scène, non pas comme la déesse invincible du rock du passé, mais comme une survivante. Une femme qui a connu l'obscurité sous toutes ses formes, la perte, la dépendance, la maladie, le silence. Et malgré tout, elle a tenu bon. S'il y a un fil conducteur qui relie l'ensemble de son parcours du mariage tragique aux relations brisées en passant par les années perdues dans la dépendance, c'est bien la résilience. Une résilience tranquille, féroce, peu glorieuse. Et c'est peut-être là la plus grande magie de Stevie Nicks. À 77 ans, Stevie Nicks ne vit pas sous les feux de la rampe, mais dans un monde sculpté par le temps, la mémoire et toute une vie de mélodies qui résonnaient autrefois dans les stades et qui s'attardent aujourd'hui dans les allées des jardins et les journaux écrits à la main. Sa résidence actuelle à Los Angeles, un sanctuaire de style méditerranéen qu'elle a acheté pour 2 millions de dollars, est modeste par rapport aux standards de la célébrité, mais riche en âme. Avec seulement 1620 pieds carrés, la maison offre intimité et tranquillité créative. Chaque pièce porte les traces douces de son voyage. Rideaux de velours tapis, anciens cristaux suspendus, et un studio de musique caché dans un coin où ont été conçus certains de ses solos les plus envoûtants. Ce n'est pas seulement une maison, c'est un hôtel de résilience tranquille. Stevie passe une grande partie de son temps ici seule, non pas dans la solitude, mais dans une solitude choisie. Elle marche souvent pieds nus dans son jardin à l'aube, laissant la rosée s'accumuler sur sa peau, tout en fredonnant des paroles qu'elle n'écrira peut-être jamais. Les roses et le lierre débordent des clôtures en fer comme ces souvenirs enchevêtrés épineux vivants. Pour elle, le jardin n'est pas un décor, c'est un sanctuaire. C'est ici que je prie, a-t-elle murmuré un jour lors d'une interview. C'est ici que j'écris aux morts. C'est ici que je me souviens de qui j'étais. Elle n'est plus propriétaire de la propriété de 5000 pieds carrés située à Paradise Valley en Arizona, qu'elle a vendue pour 3 millions de dollars ces dernières années. Mais c'est dans cette maison nichée dans les montagnes qu'elle a dit un jour qu'elle souhaitait revenir pour écrire des journaux. Elle offrait une vue sur les montagnes, une piscine chauffée, une cuisine d'un blanc tendre et des agrumes en fleurs. Là, le passé n'est jamais loin. Elle y a entretenu la mémoire de Robin, et avec ces mots, les murs connaissaient son nom. Aujourd'hui, Stevie Nicks reste une femme aux moyens considérables. Sa fortune avoisine toujours les 120 millions de dollars. Mais son mode de vie n'a rien d'extravagant. Ses voitures reflètent sa personnalité. La Cadillac Fleetwood classique, pour son élégance royale, la Mercedes-Benz W100, très raffinée pour son amour de la beauté intemporelle, et l'audacieuse Dodge Charger SRT, Hellcat clin d'œil, à la flamme qui brûle toujours en elle. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari, et ne regrette rien.
Je suis née pour écrire des chansons pour les femmes qui deviennent mères et épouses, a-t-elle déclaré un jour. C'est mon rôle de donner une voix à leur silence. Ses filleuls, sa nièce et le fils de sa défunte meilleure amie Robin sont sa famille de cœur. Elle a payé ses frais d'inscription à l'université en silence, sans chercher à se faire féliciter. Aujourd'hui, il l'appelle grand-mère Stevie, et sa propre fille porte le nom de Robin. Un geste que Stevie qualifie de « plus bel écho que je puisse demander ». Depuis le milieu des années 1970. Stevie écrit chaque jour son journal. Des centaines, voire des milliers d'entrées remplissent aujourd'hui les tiroirs de son studio de Los Angeles. « Quand je serai partie, dit-elle à ses filleuls, vous sentirez mon parfum de gardénia sur les pages, et vous saurez vraiment qui j'étais. Ces journaux sont plus que des souvenirs. Ils sont son testament spirituel, sa douce rébellion contre l'oubli. Elle a laissé entendre que son plan de succession incluait ces journaux comme un héritage pour ceux qui l'aimaient, non pas pour le profit, mais pour le souvenir. Physiquement, les années n'ont pas été faciles. Stevie a lutté contre la toxicomanie, la pneumonie et la longue série de complications liées au Covid. Les lésions pulmonaires causées par la maladie d'Epstein-Barr et des décennies de tournées l'ont littéralement essoufflée. À certains moments, confie-t-elle, elle a cru qu'elle ne chanterait plus jamais en public. Mais elle s'est battue avec le silence, le repos, les vitamines et la prière. Elle mange désormais de manière plus réfléchie, se promène tous les jours et évite les foules. Je ne cherche plus à être sous les feux de la rampe. Je recherche la tranquillité, dit-elle en souriant. Son look caractéristique reste à l'abri des tendances. Des capes noires fluides, des bottes à plateforme, un pendentif en cristal et de longs cheveux blonds comme le clair de lune. Elle est toujours la femme sorcière dont le monde est tombé amoureux, mais elle est adoucie, argentée et d'une certaine manière plus puissante dans sa retenue. Elle se produit rarement, mais lorsqu'elle le fait, elle domine la scène comme un fantôme de velours. Fragile, mais incassable. Stevie ne court plus après la gloire. Elle est la gardienne de la paix. Interrogée sur la possibilité d'écrire des mémoires, elle a répondu qu'elle pourrait le faire, mais seulement lorsque suffisamment de temps se sera écoulé pour que personne ne soit blessé. « Je n'écrirai pas un livre sur les mauvais côtés », a-t-elle dit. « Je me délecterai des parties fantastiques. » C'est Stevie Nicks. Elle n'efface pas la douleur, mais elle refuse qu'elle devienne toute l'histoire. Et aujourd'hui encore, des fans laissent des lettres à sa porte. Des femmes lui racontent comment ses chansons les ont soutenues lors d'un divorce, d'une perte d'une maternité et de rêves différés. Des hommes écrivent qu'ils ont mieux compris les chagrins d'amour grâce à Landslide. Les infirmières jouent à Edge of 17 pendant les gardes de nuit. Les veuves écoutent « Has anyone ever written anything for you » et pleurent. Stevie lit ses lettres, y répond parfois. « Tout cela est encore réel pour eux », dit-elle. Alors je continue à écrire, même si personne ne le voit. Elle a dit un jour que sa vie était une mission non pas pour être une épouse, non pas pour être une mère, mais pour être un miroir pour refléter ce que les autres ne pouvaient pas nommer. Et dans ce miroir, des millions de personnes se sont retrouvées. Si sa musique vous a déjà porté lors d'une nuit calme ou d'un moment difficile, laissez un like. C'est une façon douce de dire merci.